Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'anorexie. Aujourd'hui, on va commencer à parler des causes de l'anorexie, mais bien évidemment, ce sera une liste non exhaustive. On va commencer à aborder les causes génétiques, biologiques et épigénétiques. Ensuite, on va voir que l'anorexie est potentiellement une addiction. Et enfin, on va parler de l'insécurité alimentaire. C'est en 1990 que les chercheurs se sont penchés sur la question d'un lien possible entre la génétique et l'apparition du TCA, notamment l'anorexie. Des études faites sur les jumeaux monozygotes et dizygotes ont démontré que l'anorexie avait une héritabilité de 70%. C'est plus que la boulimie et l'hyperphagie. On a passé au crible le génome humain et des séquences polymorphes, c'est-à-dire des séquences différentes du génome humain, ont été repérées chez les familles où il y avait de l'anorexie. Le problème avec ce genre d'études, c'est qu'il faut réunir la totalité de la famille pour des résultats plus précis. Mais ça nous a permis de faire des études à partir de gènes candidats qu'on pensait liés à l'anorexie. Ainsi, on a repéré des voies biologiques et neurobiologiques potentiellement impliquées dans l'apparition de l'anorexie, et je dis bien potentiellement, ce ne sont que des hypothèses. Il y aurait des anomalies au niveau du système endocrinien responsable de la régulation de la faim, de l'appétit, de la satiété et de la balance énergétique. Par exemple, la leptine, hormone produite par les tissus adipeux et qui est anorexigène, est en déficit chez les personnes souffrant d'anorexie, en grande partie à cause du manque de graisse. Cependant, aucune anomalie n'a été trouvée sur le gène codant pour la leptine, le gène LEP, ou celui pour son récepteur, le gène LEPR. Par contre, il est intéressant de constater qu'un manque de leptine permet d'avoir des comportements liés à l'obtention d'une récompense. Par exemple, lorsqu'on est en déficit, cela signifie qu'il faut manger, et elle est associée au plaisir ressenti quand on se nourrit après avoir eu faim. Sauf que dans le cadre de l'anorexie, manger ne fait pas du bien. Alors la leptine semble s'adapter et fait partie du processus qui fait que les malades sont addicts à la perte de poids et au jeûne. C'est clairement un cercle vicieux puisque plus on maigrit, moins on a de tissu adipeux, donc moins on a de leptine et plus elle favorise les privations et plus ce schéma se reproduit. Il semblerait aussi que la gréline, hormone cette fois-ci orexigène, serait en déficit chez les personnes souffrant d'anorexie, mais là encore rien de significatif n'a été observé au niveau du gène. Le facteur neurotrophique BDNF est également anorexigène et gère l'équilibre énergétique du corps à travers le système neuronal. Les facteurs neurotrophiques, ce sont en fait des protéines responsables de la croissance, de la survie et de l'entretien des neurones. Une étude a démontré que dans l'anorexie et la boulimie, un variant appelé VAL66M du gène BDNF était présent. Avec ce variant, on observe une modification dans la conductance de la peau, c'est-à-dire les réactions bioélectriques de la peau. Dans le cas du variant, elle serait différente en réponse à la faim. Sauf qu'un regroupement d'une étude plus ou moins similaire sur 8 populations différentes infirme la conclusion d'un gène variant. Il est possible que l'œstrogène ait un rôle dans l'anorexie. Déjà, elle coupe l'appétit et, étrangement, 90% des apparitions d'anorexie arrivent au niveau de la puberté, c'est-à-dire au niveau du pic œstrogénique. Mais il ne faut pas oublier que c'est une période de transformation du corps et la peur de grandir et de devenir mature pourrait s'ajouter à ce facteur biomédical. De plus, on a également observé qu'une exposition durant la grossesse à cette hormone pourrait favoriser l'apparition de TCA. Dans le cas de l'anorexie, on observe des mutations au niveau des récepteurs bêta à l'œstrogène. Dans le cas de la boulimie et de l'anorexie, on observe des polymorphismes, c'est-à-dire les différentes manières qu'a un gène de s'exprimer. Dans le cas de l'anorexie purement restrictive, on observe des mutations au niveau des récepteurs alpha à l'œstrogène, les récepteurs alpha agissant sur la poitrine, l'utérus, l'équilibre squelettique et la régulation du métabolisme. Je trouve intéressant de noter qu'il y a des perturbations au niveau des systèmes impliquant l'œstrogène, parce que l'œstrogène est une hormone féminine, donc ça pourrait expliquer pourquoi l'anorexie touche en grande partie des femmes. Cependant, je ne pense pas que ce soit le pic œstrogénique qui soit responsable de l'apparition de la maladie, mais plutôt les perturbations physiques qui l'engendrent. Mais tout de même, il y a des modifications biologiques. Toutefois, une question se pose. Est-ce que toutes ces perturbations génétiques
étaient présentes avant la maladie ou est-ce que c'est la maladie qui les a engendrées? L'épigénétique pourrait avoir toute son importance dans l'apparition des TCA et notamment de l'anorexie. Tout d'abord, il faut savoir que tous les gènes se situent dans l'ADN, elle-même contenue dans les noyaux de nos cellules. En fait, toutes les cellules ont le même ADN et pourtant, elles sont différentes. Les neurones n'ont rien à voir avec les cellules des reins, par exemple. La différence réside dans l'expression de certains gènes grâce à des facteurs de transcription qui, sans modifier l'ADN, vont permettre à des gènes de s'exprimer ou non. D'autres mécanismes, autres que les facteurs de transcription, peuvent avoir le même effet. C'est le principe de l'épigénétique. L'épigénétique, pour résumer, va permettre l'inhibition ou l'expression de certains gènes. L'épigénétique est permise par des modifications au niveau de gènes cibles. Par exemple, un groupe méthyle, composé d'un atome de carbone et de 3 atomes d'hydrogène, peut se poser sur l'ADN et empêcher l'expression d'un gène. C'est la méthylation. Des modifications peuvent également s'exprimer au niveau des histones. Les histones sont des protéines qui permettent l'enroulement de l'ADN qui est extrêmement longue afin qu'elle rentre dans les noyaux extrêmement petits. Ces modifications peuvent être transitoires et donc réversibles ou bien durer toute la vie en perdurant lors des divisions cellulaires, comme c'est le cas dans l'inhibition d'un des chromosomes X dans le développement embryonnaire des futurs filles. La particularité de l'épigénétique, c'est que l'environnement a un rôle très important. Par exemple, le déroulé d'une grossesse peut influer sur la santé du fœtus, du bébé et de l'enfant. De plus, des études menées sur les jumeaux monozygotes, qui ont donc le même ADN, ont démontré que plus le temps passe, moins ils se ressemblent, surtout si leurs vies sont différentes. En effet, nos cellules captent en permanence les signaux de notre environnement et de nos comportements et s'adaptent. Par exemple, j'ai un ami qui est parti vivre à Montréal et les hivers rudes lui ont fait développer une barbe plus importante, les poils étant supposés tenir chaud. Autre exemple, une personne peut posséder le gène de la schizophrénie parce qu'un membre de sa famille en est atteint, mais ne jamais développer la maladie. En revanche, si cette même personne consomme du cannabis, le gène peut s'activer et la personne peut devenir malade. En ce qui concerne la transmission des modifications épigénétiques, le sujet fait débat. Chez les plantes, le mécanisme semble suffisamment simple pour avoir été observé et compris. Mais chez les mammifères et surtout chez l'humain, le mécanisme est bien plus complexe et il faut prendre en compte tout un tas de paramètres, comme par exemple chez l'humain, le contexte socio-culturel. Pour faire simple, il se pourrait que l'environnement dans lequel on vit ou ont vécu nos ancêtres modifie l'expression ou l'inhibition de certains gènes. Ce serait donc un mécanisme d'adaptation de nos cellules face à des stimuli extérieurs, quelle qu'en soit leur nature. Ainsi, je me pose la question suivante. Existe-t-il dans l'anorexie des gènes qui seraient modifiés par la société ou des événements de vie? Et je vais même aller plus loin, et peut-être que je vais trop loin, mais est-ce que ces gènes, l'expression de ces gènes ou l'inhibition de ces gènes, ne serait-elle pas liée à l'oppression constante que subissent les femmes? Attention, je le répète, l'anorexie a des causes multifactorielles. On observe des facteurs précipitants comme un régime, une mauvaise estime de soi ou des événements traumatiques et des facteurs pérennisants, c'est-à-dire qui la rendent durable, comme une dépression ou de l'anxiété. En plus, les explications génétiques sont pour le moment peu concluantes et l'épigénétique est un phénomène complexe et encore peu connu. Pour compléter ces recherches qui n'ont finalement pas mené à grand-chose, une étude du génome humain a été faite à l'échelle internationale et il n'en est pas ressorti beaucoup plus d'informations, mis à part le fait qu'il existe effectivement une fragilité génétique. De plus, un lien avec la calneurine a été établi, mais je ne sais ni comment ni pourquoi, et je n'ai même pas trouvé ce que c'était que la calneurine, mais c'est une information que j'ai trouvée. Donc je la dis, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Cependant, des découvertes intéressantes ont été faites, et nous allons voir tout de suite après pourquoi. En fait, il existe, dans le cas de l'anorexie, une méthylation du gène DAT1, codant pour un des transporteurs de la dopamine, et du gène DRD2, codant pour un des récepteurs de la dopamine dans le cas de l'anorexie et de la boulimie.
De plus, on a observé une hypométhylation des gènes codant pour la plasticité cérébrale dans le cas de l'anorexie. Dans les années 90, on commence à distinguer deux types d'addictions, celles liées aux substances, alors reconnues, et des addictions comportementales dont l'anorexie pourrait faire partie. En effet, il y a une obsession pour la perte de poids et une éternelle insatisfaction qui amène à des comportements toujours plus pathologiques. En effet, plus la personne perd du poids, moins elle en est satisfaite, plus elle se prive et c'est un cercle vicieux. C'est comme une personne qui prend de la drogue. Plus le temps passe, plus il en faut, moins l'extase dure et plus elle en prend. Des études ont prouvé que l'anorexie impliquait des voies de récompense du cerveau, les voies mésocorticolimbiques, dites voies de récompense. Ce sont des voies dopaminergiques. En effet, quand on vit quelque chose d'agréable, on sécrète de la dopamine. Et d'ailleurs, les créateurs des réseaux sociaux l'ont très bien compris. Quand on scrolle sans but sur Instagram, eh bien on sécrète de la dopamine et c'est pour ça qu'on a tant du mal à s'arrêter. Or, comme nous l'avons vu précédemment, il y a des méthylations des récepteurs et des transporteurs de la dopamine, dans le cas de l'anorexie. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver les effets précis de ces phénomènes. Alors, soit parce qu'on ne le sait pas encore, soit parce que j'ai lu l'information sans la comprendre, parce que la plupart des articles que j'ai lus, ils étaient en anglais, soit parce que je ne suis pas tombée sur des articles qui l'expliquaient. Mais en tout cas, il y a des modifications des voies dopaminergiques qui sont liées à l'addiction dans l'anorexie. Donc, il y a forcément une connexion quelque part. D'ailleurs, le lien avec la dopamine ne s'arrête pas là, puisque les patientes atteintes d'anorexie possèdent moins de dopamine dans le liquide céphalorachidien, ce qui expliquerait peut-être pourquoi elles cherchent à activer les voies dopaminergiques par la privation. Il est aussi intéressant de noter que ce manque de dopamine dans le liquide céphalorachidien persiste après la renutrition, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est si dur de guérir totalement de l'anorexie. Autre voie dopaminergique, la voie opioïde. En cas de famine, les opioïdes endogènes, c'est-à-dire internes au corps, sont sécrétés dans le liquide céphalorachidien et on constate également une augmentation de l'activité de la voie opioïde dans le système nerveux central, impliquant des neurotransmetteurs tels que l'endorphine. Et moi qui cours beaucoup, je peux vous assurer qu'une montée d'endorphine, c'est super agréable. En plus, des modifications du récepteur opioïde OPRD1 ont été observées dans le cas de l'anorexie. Globalement, les hommes ont pris le contrôle sur la nourriture. Au Paléolithique, hommes comme femmes chassaient, cueillaient et se répartissaient équitablement la nourriture. Notre société patriarcale nous a fait avoir un regard biaisé et on a longtemps pensé que les hommes partaient chasser pendant que les femmes restaient à la grotte pour s'occuper des enfants. Mais ce n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, plusieurs sépultures ont été découvertes et on a pensé à tort qu'il s'agissait de sépultures d'hommes à cause de la richesse des objets trouvés à côté et de l'hommage qu'a semblé susciter la personne. Sauf qu'en fait, dans beaucoup de cas, il s'agissait de sépultures de femmes. Et en fait, c'est notre point de vue biaisé de notre société patriarcale qui nous a fait penser qu'il s'agissait de sépultures d'hommes. En plus, les ossements trouvés ont permis de découvrir qu'au Paléolithique, les femmes, elles avaient une carrure plus importante. En fait, le dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes était moins marqué. Donc, au Paléolithique, l'égalité semblait subsister, même si encore une fois, il est extrêmement difficile de se prononcer parce que c'est une époque lointaine et qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. En fait, c'est lors de la sédentarisation au néolithique que la situation s'est dégradée pour les femmes. Sans que l'on ne sache exactement pourquoi, les hommes ont pris possession du contrôle de la nourriture. Donc, les femmes, moins bien nourries, ont commencé à avoir des problèmes de développement physique. En plus, les hommes se sont mis à préférer les femmes avec une silhouette plus gracile et c'est comme ça que progressivement, les femmes ont commencé à devenir plus petites que les hommes. Leurs bassins, du fait des privations alimentaires, sont devenus plus étroits et les accouchements plus compliqués. Ainsi, les femmes ont perdu le contrôle sur la nourriture. Mais paradoxalement, des études plus contemporaines ont démontré que l'insécurité alimentaire avait tendance à provoquer de l'obésité.
En fait, on a tous et toutes cette grand-mère qui a vécu des privations durant sa jeunesse et qui a toujours peur de manquer de quelque chose à manger et qui n'hésite pas à nous resservir 8 fois et à nous goinfrer et à se goinfrer. On voit clairement que l'insécurité alimentaire et les privations alimentaires entraînent des changements physiologiques et comportementaux. Par exemple, l'insécurité alimentaire entraîne une hausse des apports énergétiques avec une appétence pour les aliments plus caloriques. Ensuite, le corps va plus avoir tendance à stocker. De plus, l'insécurité alimentaire entraîne une baisse de l'activité physique et une baisse de la dépense énergétique du corps. Enfin, l'insécurité alimentaire, ce n'est pas juste ne pas avoir accès à la nourriture, c'est aussi ne pas avoir accès à des produits de qualité. Par exemple, dans certains pays, l'eau coûte plus cher que le coca. En soi, dans ce contexte-là, le patriarcat ne cause pas forcément de l'anorexie, mais entraîne tout de même une angoisse autour de la nourriture chez les femmes. Et puis de toute façon, moi je parle de l'anorexie parce que c'est mon TCA, et je peux difficilement parler des autres TCA parce que je ne les ai pas vécus. Mais je ne peux pas m'empêcher qu'il y a quand même un lien entre le patriarcat et l'apparition de l'anorexie et même des TCA en général. Mais encore une fois, les causes sont multiples et complexes et ce serait très réducteur de les limiter au patriarcat. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Je tourne cette fin de vidéo un tout autre jour parce que j'avais oublié de le faire. J'espère que c'était clair, surtout la première partie parce que en vrai, moi ça me paraît clair, mais j'ai fait une première année de médecine et même j'ai fait un bac scientifique, donc tout ce qui est génétique, je l'ai étudié. Et en médecine, j'ai étudié l'épigénétique, donc pour moi c'est clair. J'espère que j'ai pu simplifier suffisamment pour que ce soit clair pour ceux qui n'ont pas un passé scientifique ou qui sont plutôt littéraires. Donc j'espère que c'était clair et que ça vous a intéressé. Honnêtement, je fais pas ça pour les vues, mais je vous encourage quand même à vous abonner et à liker la vidéo et puis plutôt à partager. Alors encore une fois, pas pour les vues, mais pour faire connaître l'anorexie au grand public, parce que ça c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Pour les vidéos qui traiteront d'autres sujets, vous serez pas du tout, je vous encouragerai pas spécialement à partager ou quoi que ce soit. Moi je fais ça vraiment pour le plaisir, mais pour les vidéos sur l'anorexie, ça me tiendrait à cœur que vous partagiez vraiment pour faire connaître la maladie plus en profondeur quoi. Donc voilà, si vous pouviez partager, ça serait vraiment sympa. Et puis voilà, merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.